Pensez-vous que les États-Unis vont bientôt attaquer l'Iran? Les États-Unis déclencheront une guerre atomique nucléaire et lorsque l'Amérique du Nord attaquera l'Iran, la Corée et la Syrie attaqueront les États-Unis. Ils ont aussi des missiles intercontinentaux thermonucléaires. Je suis le seul élève encore en vie de Benjamin Soler et Paravicini. Dans les années 1930, un peintre argentin a commencé à dessiner des images étranges, des scènes mystérieuses, accompagnées de phrases courtes et énigmatiques. Pendant des années, personne n'y a vraiment prêté attention. Mais avec le temps, certains ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ces dessins avaient un caractère prophétique. Des guerres dévastatrices, des bombes capables de détruire des villes entières, l'arrivée de l'homme dans l'espace, même l'assassinat de dirigeants mondiaux. L'artiste assurait que ce n'était pas lui qui créait ces images. Il disait qu'une voix les lui dictait. Son nom était Benjamin Soler y Paravicini et beaucoup le considèrent aujourd'hui comme le prophète argentin. Des décennies plus tard, un homme affirmerait avoir été son disciple, un ancien aviateur obsédé par les mystères de l'univers. Pedro Romagnuc. Lors de l'entretien de 2008 avec lequel nous ouvrons ce documentaire, Romagnuc a assuré que Paravicini avait laissé des messages pour le futur et que certains d'entre eux ne s'étaient pas encore accomplis. Des messages qui parlaient des États-Unis attaquant l'Iran et provoquant le début de la fin du monde. Mais ne nous précipitons pas. Était-il vraiment un prophète ou simplement un artiste avec beaucoup d'imagination? Qui est l'homme gris qui sauvera l'Argentine? Est-il vrai qu'il a parlé de migration massive vers la Patagonie, de gens cherchant refuge? De quel pays viendront ces personnes? Aujourd'hui, nous allons analyser ses visions et sa vie, ainsi que l'héritage aussi extrême qu'étrange qu'il a laissé. Parce que l'histoire de Paravicini et de son disciple Romagnuc est, sans aucun doute, l'un des chapitres les plus troublants de l'ésotérisme argentin. Soyez les bienvenus à cette émission spéciale sur Paravicini et Romagnuc. Nous vous présenterons d'autres extraits de l'interview de Romagnuc durant la vidéo. Restez attentifs et laissez vos suggestions sur les prophètes ou prophéties à aborder. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez écrire « prophète » dans les commentaires. Les prophéties qui ont rendu Paravicini célèbre. On attribue à Paravicini des dizaines de prophéties. Parmi les plus citées figurent la chute de Hitler et Mussolini, l'arrivée de l'homme sur la Lune, l'assassinat du président John Fitzgerald, Kennedy, la révolution de Fidel Castro, la chienne Laïka, le premier être vivant dans l'espace et la chute des tours jumelles. Pour ses partisans, il ne s'agit pas de coïncidence. Pense-t-il que Paravicini a vraiment vu des fragments du futur? Ceux qui découvrent le nom de Benjamin Solari Paravicini pour la première fois le font presque toujours pour la même raison. Les prétendues prophéties qu'il aurait laissées, il est nécessaire de souligner le format de ces prophéties. Paravicini réalisait des psychographies. Il s'agissait d'images qui, selon lui étaient dictées par des forces invisibles lorsqu'il entrait dans un état proche de la transe. Ces psychographies ont commencé à circuler largement de nombreuses années après avoir été créées, lorsque certains lecteurs ont commencé à y trouver des coïncidences avec des faits historiques. Le cas le plus cité est celui des visions liées aux grands conflits mondiaux. Plusieurs psychographies parlent d'une humanité plongée dans des guerres dévastatrices, de nations opposées et d'une planète qui traverserait une période marquée par la violence. Lorsque le monde a été secoué par la Seconde Guerre mondiale, certains interprètes ont souligné que des phrases écrites par Paravicini semblaient décrire, avec un langage symbolique, l'ampleur du désastre à venir. Un deuxième groupe de psychographies mentionne l'apparition d'une force destructrice capable de raser des villes entières. Avec le temps, ces paroles ont commencé à être associées à l'ère nucléaire, qui a débuté après l'utilisation d'armes atomiques à la fin de la guerre. Oui, le peintre aurait anticipé le moment où la science atteindrait un niveau de puissance capable de bouleverser à jamais l'équilibre du monde. Il aurait également prédit l'occupation de la France, puis sa libération par les Alliés, la guerre des Malouines et la démission du pape Benoît XVI. Les psychographies comportent des références que beaucoup de lecteurs associent à l'avenir de l'Argentine. Certaines phrases évoquent des crises sociales suivies de transformations, d'autres mentionnent des tensions politiques ou des changements majeurs dans la vie du pays. Il est question de la Patagonie comme d'un phare et d'un mystérieux homme gris qui prendrait le pouvoir plus tard. Allons-nous approfondir ce sujet aujourd'hui, en 2026 ?
Des tableaux montrent des figures de Paravicini dans des milieux présidentiels, comme conseiller du plus haut dirigeant argentin. Des œuvres de cet auteur ont été tatouées, et ses forces militantes ont adopté des emblèmes créés par lui pour les imprimer sur leurs drapeaux. Comme on le voit clairement, le temps a fait que de nombreuses psychographies ont acquis une réputation singulière dans le monde des prophéties modernes. Chaque nouvel événement semble raviver l'intérêt pour ces dessins, amenant l'œuvre de Paravicini à être analysée encore et encore, à la recherche de nouvelles significations. Cependant, pour comprendre l'ampleur de la question et découvrir ses aspects les moins explorés, il convient de s'arrêter un instant et de remonter dans le temps. Plus précisément, à une Argentine très liée au spiritisme et à la vie d'un jeune homme qui était visité par d'étranges ombres. Lorsque Benjamin Solari Paravicini est né à Buenos Aires en 1898, personne ne pouvait imaginer que son nom finirait par être associé à des prophéties, des visions du futur et des phénomènes difficiles à expliquer. Son entourage familial était très éloigné de ce monde. Il venait d'une famille aisée et profondément liée au milieu intellectuel de la ville. Son père était médecin, psychiatre et professeur d'université, une figure respectée dans le milieu académique de l'époque. Buenos Aires, dans lequel Paravicini a grandi, traversait également une période particulière. Au début du XXe siècle, la ville connaissait une intense expansion culturelle. Les idées spirites circulaient assez naturellement parmi les classes aisées. Il arrivait souvent que des réunions soient organisées dans certaines maisons pour tenter de communiquer avec des plans invisibles. Dans ce contexte, le jeune Benjamin développa très tôt une sensibilité artistique. D'abord, ce fut la musique. Il était un pianiste assez doué et un accordéoniste acceptable. Il composa même quelques tangos qu'il offrait aux orchestres qui les jouaient lors des fêtes et dans les bars nocturnes, où il avait l'habitude de devenir le centre de l'attention. Mais avec le temps, sa vocation commença à s'orienter de plus en plus vers la peinture. Et selon ce qu'il racontera lui-même des années plus tard, cette décision ne fut pas entièrement la sienne. Il y avait quelqu'un qui le guidait, car enfant, Paravicini affirmait posséder une étrange capacité. Il disait voir des choses que les autres ne pouvaient pas percevoir. Plus d'une fois, il a essayé de raconter à ses parents ce qu'il vivait, mais ses récits suscitaient de l'inquiétude et de la perplexité. Peu à peu, il comprit que personne ne le prendrait au sérieux. Alors il décida de garder le silence. Cependant, les visites ne cessèrent pas. Une silhouette apparaissait fréquemment dans sa chambre. Elle restait immobile, presque figée, dans un coin de la pièce. Paravicini la décrivait comme un homme avec des ailes, un être silencieux qui semblait l'observer depuis l'ombre. Avant de décider de se taire sur ce qui se passait, le petit Benjamin répétait sans cesse quelque chose que cette silhouette lui avait averti avec insistance. Il parlait d'un grand conflit, d'une guerre que le mystérieux visiteur appelait la guerre de 14. Des années plus tard, le monde connaîtrait la Première Guerre mondiale. Pour beaucoup de ses disciples, ce serait le premier signe de quelque chose d'extraordinaire, la première de nombreuses supposées prophéties. Avec le temps, Paravicini abandonna définitivement la musique, sur les conseils de son ange ami, et se consacra entièrement à la peinture. Sa carrière artistique fut couronnée de succès. Il exposa au salon de l'Association des Amis de l'Art, rue Florida, et reçut les éloges du président argentin de l'époque, Marcelo T. de Alvear. Il remporta des prix lors d'expositions organisées à la Rurale et alla exposer ses œuvres à Liège, en Belgique, où il obtint une médaille d'or. Même le roi Albert Ier acheta l'un de ses tableaux. Il mena également une carrière institutionnelle importante. Il fut professeur au lycée d'Espagne, à Buenos Aires, travailla à la banque municipale de prêt et dirigea la galerie d'exposition de la municipalité de Buenos Aires. Mais malgré cette modeste renommée, ceux qui l'ont connu ont toujours retenu sa personnalité humble. Selon plusieurs témoignages, Paravicini échangeait souvent ses dessins contre de la nourriture ou de la bière dans les bars du quartier. Il donnait des cours gratuits. Et pendant de nombreuses années, il a vécu dans un petit grenier à l'angle de Mexico et Taquari. Pour lui, l'art n'était pas seulement une profession, c'était quelque chose de plus profond, un pont, une façon de représenter. Ce monde invisible qu'il avait accompagné depuis l'enfance. Pendant des années, cette cohabitation entre sa vie quotidienne et cet étrange univers intérieur. L'équilibre sembla se maintenir jusqu'à ce qu'au petit matin de 1932, cela se produise. Quelque chose qui allait tout changer et qui donnerait naissance à l'un des phénomènes les plus étranges de l'histoire de l'ésotérisme argentin. L'origine des psychographies ? Paravicini avait dîné avec des amis et était allé se coucher. Il était tombé dans un sommeil profond, quand soudain il fut pris de sursaut et se redressa,
agité, couvert de sueur. Sans vraiment savoir pourquoi, il se leva, s'assit à son bureau et commença à écrire des phrases qu'il ne comprenait pas, mais qui ne cessaient d'apparaître avec force dans sa tête. L'homme écrivit ce qu'on lui dictait, puis, effrayé, détruisit les feuilles au bord des larmes, s'agenouilla et pria. Des années d'enseignement catholique lui firent penser que ce qui venait de lui arriver pouvait être, ni plus ni moins, qu'une possession diabolique. Il crut que cela avait été un fait isolé, une anecdote cauchemardesque, hors du commun, qui ne se reproduirait pas. Cependant, contrairement à ses prévisions, cela se reproduisit à peine quelques jours plus tard. Cette fois-là, Paravicini non seulement écrivit, mais il dessina aussi. Sa main bougeait comme si elle ne lui appartenait pas, avec une autonomie saisissante. Les lignes et les phrases étaient énigmatiques, comme lors de la première fois, mais cette fois-ci, en sortant de la transe, Paravicini ne se débarrassa pas du travail accompli. Il ouvrit un vieux coffre de famille qu'il avait rapporté de Vicente Lopez et il y déposa les feuilles. Passé la frayeur initiale, il supposa que la voix pouvait être une autre manifestation de son ange ami. La question était, que voulait-il lui dire? Le 25 octobre 1938, Paravicini se réveilla à nouveau en sueur. À cette époque-là, il s'était déjà habitué à ces épisodes, sauf que cette fois, il y avait autre chose. Il commença à sentir une forte odeur de sel marin, tandis qu'une voix féminine lointaine lui annonçait qu'il était en train de se séparer de la vie terrestre. Il fut surpris d'apprendre, le matin venu grâce aux journaux, que la célèbre poétesse Alfonsina Storni s'était donné la mort, à Mar del Plata. En apprenant qu'elle s'était justement avancée dans la mer, Paravicini se convainquit que c'était elle qu'il avait entendue à l'aube. A-t-il alors compris son pouvoir? Ce qu'il percevait, c'était l'avenir. Les premiers dessins prophétiques de Paravicini ont été publiés à la fin des années 60 dans la revue Conocimiento de la Nueva Era, qui n'était vendue que par abonnement. À cette époque, Paravicini et la voix qui lui dictait les prophéties étaient devenus de plus en plus proches. Ángel Amigo commença à se présenter comme frère José d'Aragon. Au fil des années, Paravicini produirait des centaines de psychographies qui restèrent conservées dans des dossiers ou étaient montrées à des amis et des connaissances intéressés par le phénomène. À ce moment-là, la renommée qui entourerait plus tard son nom n'existait pas encore. Cette notoriété prendrait forme grâce à d'autres figures célèbres, comme l'enquêteur paranormal Fabio Serpa. En fait, c'est à Fabio Serpa que Paravicini raconta un événement des plus curieux et controversés qui, à ce jour, continue de faire parler de lui. Paravicini a été enlevé par des extraterrestres. Paravicini raconta à Serpa qu'un matin, il croisa deux hommes grands, blonds et aux yeux bleus, presque blancs. Les deux étaient vêtus de tenues très étranges et lui parlèrent dans une langue incompréhensible. 15 jours après la rencontre avec ces personnages mystérieux, Paravicini avait fini de dîner dans un restaurant du centre-ville et il prit l'avenue Nueve de Julio pour rentrer chez lui. À un moment donné, il s'assit sur un banc pour se reposer. À cet instant, les êtres aux yeux blanchâtres qu'il avait rencontrés 2 semaines auparavant s'approchèrent de lui et une lumière immense l'enveloppa jusqu'à le transporter dans une salle circulaire avec des panneaux lumineux et un tube central. Les entités s'adressèrent à l'artiste par télépathie et lui donnèrent un message en groupe de 3 mots. « Tu dois prêcher l'amour, l'univers est harmonie. Nous vous observons. Votre comportement est agressif. Nous avons beaucoup d'élus. Nous nous reverrons. » Paravicini cligna des yeux et réapparut sur le même banc de l'avenue. 3 heures s'étaient écoulées, puis il était rentré chez lui et avait dormi une journée entière, ressentant une fatigue inhabituelle. Paravicini avait compris à ce moment-là que sa mission était de prêcher la paix dans un monde qui devenait de plus en plus violent et étrange. Bien que, comme nous l'avons dit, ce fut grâce au travail de l'ufologue et chercheur Fabio Serpa que Paravicini a réussi à faire connaître son nom. Il y eut un autre individu qui allait jouer un rôle clé dans sa vie, un ancien aviateur intéressé par les phénomènes psychiques, profondément attiré par le mystère de l'esprit humain et par la possibilité que l'humanité reçoive des messages provenant de lieux insoupçonnés. Il s'appelait Pedro Romagnuc et son travail allait devenir l'un des principaux moteurs qui allaient maintenir vivantes les psychographies de Paravicini. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Merci pour les énergies psychotroniques. L'histoire de Pedro Romagnuc a commencé loin des mystères qui allèrent plus tard définir sa vie. Il était né en 1923 dans la localité de Médanos, au sud de la province de Buenos Aires, dans une région ouverte au vaste ciel de la plaine. Dès son plus jeune âge, il a développé une fascination profonde pour tout ce qui volait, et cette fascination l'a conduit à étudier l'aviation.
À 19 ans, il est diplômé de l'école d'aviation et a commencé à développer une carrière liée au monde aéronautique. Pendant un certain temps, il a travaillé dans ce domaine, participant même en tant qu'expert aux enquêtes sur les accidents aériens. Le ciel était son territoire naturel et semblait tracer la voie de sa vie. Mais en 1947, il a vécu un épisode qui, selon son propre récit, allait bouleverser son fort intérieur. Alors qu'il pilotait un avion quadrimoteur qui avait décollé de l'aéroport militaire d'El Palomar, l'un des moteurs a explosé. Quelques minutes plus tard, l'appareil s'est écrasé au sol et l'accident a failli lui coûter la vie. Romaniuk a survécu, mais des années plus tard, cette expérience l'a profondément marqué. Il racontera que pendant les minutes où il a frôlé la mort, il a vécu une expérience qu'il a interprétée comme une expérience sur le soi-disant plan astral. Selon son récit, il avait été témoin de visions liées à l'avenir de l'humanité et à des hiérarchies spirituelles qui lui ont montré le sens de sa mission. À partir de ce moment-là, il a commencé à s'intéresser de plus en plus à des sujets qui étaient loin de l'aviation traditionnelle. Il s'est plongé dans l'étude de la parapsychologie, des expériences psychiques et des possibles connexions entre l'esprit humain et des réalités que la science ne pouvait pas encore expliquer. Au cours des années 1960, cet intérêt s'est recentré sur le phénomène des objets volants non identifiés. À cette époque, les signalements d'observation se multipliaient dans différents pays et le mystère des soi-disant soucoupes volantes commençait à s'imposer avec force dans la culture populaire. Romagnoli est devenu l'un des chercheurs argentins qui a décidé d'étudier le phénomène avec plus d'intensité. Ses idées sur les extraterrestres ne se limitaient pas à l'hypothèse de visiteurs technologiques venant d'autres planètes, comme nous l'avons mentionné. Pour lui, ces intelligences faisaient partie d'une réalité beaucoup plus vaste, où le scientifique et le spirituel s'entremêlaient. Dans ses livres, il parlait d'une science extraterrestre, une forme de connaissance que des civilisations plus avancées auraient développée et qui, selon lui, pourrait aider l'humanité à surmonter ces crises. Ces idées se sont répandues à travers les plus de 20 livres qu'il a écrits et les conférences qu'il a données pendant des décennies dans différentes régions du pays. Avec le temps, il est devenu une figure connue dans le monde de l'ufologie argentine, même si ses théories suscitaient également des débats et des critiques. Dans ce même milieu, le centre de son activité se trouvait dans la localité de Virrey del Pino, dans le Partido de la Matanza. Là, il a fondé l'Institut Cosmobiophysique de Recherche, une organisation dédiée à l'étude des phénomènes liés à l'énergie, à la conscience et au mystère des civilisations extraterrestres. À cet endroit, il a construit plusieurs structures en forme de pyramide, recouvertes de plaques métalliques. Romagnuk croyait que ces formes géométriques possédèrent des propriétés énergétiques spéciales et pouvaient être utilisées pour ce qu'il appelait la psychotronique, un ensemble de pratiques visant à équilibrer le corps et l'esprit à travers des énergies subtiles. Dans cet univers d'idées, la pensée de Romagnuk a trouvé un point de connexion naturel avec l'œuvre de Benjamin Solari Paravicini. Les psychographies de l'artiste, avec leurs phrases énigmatiques et leur vision du futur, s'intégraient parfaitement dans une vision du monde où l'humanité recevait des messages provenant de plans supérieurs. Au fil des années, les images de Paravicini ont commencé à circuler de plus en plus. Elles ont été publiées dans des livres, parues dans des articles sur des phénomènes inexpliqués et analysées dans des émissions radio et TV sur le paranormal. Dans ce processus d'expansion, le travail de Romagnuk a servi de l'un des ponts qui a permis à ces visions de sortir du domaine privé où elles étaient nées. Paravicini est mort en décembre 1974. Pedro a toujours assuré que Paravicini lui avait laissé le fameux coffre où il gardait ses dessins en héritage, mais quelque chose d'étrange s'est passé avec lui. Un jour, 2 policiers sont entrés dans son bureau et ont emporté l'objet mentionné sur ordre d'un officier, comme ils l'ont dit, de manière suspecte. Pendant de nombreuses années, le coffre a disparu, jusqu'à ce qu'une femme qui avait vu Romagnuk à la télévision reconnaisse des dossiers que son mari lui avait laissés à sa mort et les apporte à l'enquêteur, à la chaîne. C'étaient les œuvres de Paravicini, la femme n'a jamais pu expliquer comment elles avaient fini chez elle. En plus du fameux coffre, Paravicini a laissé des dossiers à différents amis avec ses dessins et ses phrases. De nombreux musées sont fiers de posséder certains de ses travaux, et la fascination pour sa personne grandit d'année en année. On suppose que ses prophéties allaient jusqu'à l'année 2002. Bien que de plus en plus de personnes soutiennent qu'il y a dans ses paroles et dessins des indices qui dépassent cette date.
Pour ne citer qu'un exemple, certains chercheurs et passionnés ont affirmé avoir trouvé des psychographies qui, selon eux, pourraient faire référence à une pandémie mondiale. Sur l'un des dessins, on voit une figure humaine entourée de symboles que plusieurs interprètes ont associés à la maladie, à l'isolement et à une crise mondiale. Accompagnant l'image, une phrase mentionne des temps de grande confusion pour l'humanité. Le dessin montre un homme d'apparence orientale qui, sur son front, porte une circonférence ressemblant au coronavirus vu au microscope. Lorsque la planète entière s'est retrouvée paralysée en 2020 par l'apparition du coronavirus, beaucoup sont revenus examiner ces vieux dessins. Pour certains, c'était une preuve de plus que Paravicini avait réussi à anticiper des événements qui se produiraient des décennies plus tard. D'autres, en revanche, soutiennent que ces interprétations sont trop forcées, mythe ou réalité. Les plus érudits disent qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes. La renommée de Paravicini a fait apparaître des falsifications de ses travaux, tandis que d'autres soutiennent qu'il existe encore des œuvres inédites de Paravicini, qu'avec le temps, le grand artiste nous laissera encore plus de preuves de son pouvoir. Et pourquoi pas? Peut-être un indice sur son origine? Pedro Romagnuc non seulement n'a jamais cessé de le mentionner jusqu'à son dernier souffle, mais il a même publié des livres qui, selon lui ont été dictés par son ancien ami et maître. Des livres dans lesquels il mentionnait des choses, comme celles que nous avons entendues dans la vidéo du début, et d'autres aussi curieuses qu'effrayantes. Toutes disent que la planète va se retourner. Les pôles, le pôle sud et le pôle nord, qui sont déjà navigables, vont se retrouver à l'équateur et l'équateur va se retrouver au pôle. Et le climat du cône sud, un phare pour le monde, qui va avoir 360 millions d'habitants, va devenir tropical et ici, il y aura de la nourriture et de l'eau. Ce qui nous amène à revoir certaines prophéties qui semblent parler d'un avenir qui est sur le point de se réaliser, surtout pour l'Argentine. Dans plusieurs de ces dessins, on trouve des références à une période de forte crise mondiale, un temps de tensions entre les nations, de conflits politiques, et une humanité confrontée à des changements profonds dans sa façon de vivre. Certains interprètes pensent que ces images pourraient être liées à un cycle d'instabilité mondiale qui ne serait pas encore terminé. D'autres psychographies évoquent une transformation spirituelle de l'humanité. Paravicini a écrit des phrases qui font allusion à un changement de la conscience collective, à une étape où le monde traverserait des moments difficiles avant d'atteindre une nouvelle forme d'équilibre. Mais peut-être que l'une des idées les plus étranges dans son œuvre est celle qui suggère un possible contact entre l'humanité et d'autres intelligences. Dans différents dessins, on voit des figures observant la Terre depuis l'espace ou des symboles que beaucoup associent à des visiteurs venus d'autres mondes. Pour certains adeptes, Paravicini aurait laissé entendre que dans le futur, l'humanité pourrait établir une sorte de lien avec des civilisations extraterrestres. C'est l'une des parties les plus débattues. Dans l'œuvre de Paravicini, on trouve ces psychographies dans lesquelles l'artiste semblait faire directement référence à la politique argentine. Dans plusieurs de ces dessins apparaissent des symboles et des phrases que de nombreux interprètes associent au destin du pays. Parmi ces visions, il y en a une qui est souvent mentionnée. Dans celle-ci, Paravicini parlait d'une Argentine profondément divisée, déchirée entre deux idées opposées. Dans l'une de ses phrases, il a écrit « L'Argentine déchirée, divisée en deux idées. Érigera-t-elle un pantin d'une nouvelle doctrine? L'Église gardera le silence. » Le texte a été écrit en 1939, bien avant plusieurs des grands conflits politiques qui marqueraient l'histoire du pays dans les décennies suivantes. Le texte mentionne l'apparition d'une mystérieuse figure appelée l'homme gris, un leader qui émergerait au milieu d'une période de crise et conduirait le pays vers une période de changement. Au fil des années, beaucoup ont tenté d'associer différents politiciens à cette figure, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à prouver que l'une de ces interprétations soit correcte. Une autre des psychographies les plus citées lorsqu'on parle de l'avenir de l'Argentine a été réalisée par Paravicini en 1996. On y trouve une phrase chargée de symbolisme, que beaucoup interprètent comme une référence à une crise, suivie d'une transformation profonde du pays. Au bas du dessin, il a écrit « Nouveau soleil, nouvelle lune, l'arbre sec de l'Argentine connaîtra une nouvelle ère, une nouvelle pluie. La bénédiction arrivera jusqu'à sa sève. » Après de sérieux combats, des rencontres et des séparations, des cris d'orgueil et des cris vaincus. Dans ce même texte, il mentionne également l'apparition de 3 figures qui essaieraient de guider ce processus, bien que sans y parvenir pleinement.
Selon l'interprétation de nombreux adeptes, ce chemin finirait par aboutir à l'arrivée d'un personnage énigmatique, le déjà mentionné Homme Gris. Des décennies plus tard, en 1971, l'artiste fit à nouveau référence au destin du pays dans une autre de ses psychographies. Il y écrivit que l'Argentine traverserait une période de convulsion sociale comparable à une révolution française, avec la possibilité même de voir du sang dans les rues si cette mystérieuse figure n'apparaissait pas à temps. Cependant, dans ce contexte, il a également laissé un message plus porteur d'espoir. Dans une autre phrase, il a assuré que la classe moyenne jouerait un rôle décisif dans l'avenir du pays, et que son rôle finirait par être déterminant, non seulement pour l'Argentine, mais aussi pour le monde. En réalité, beaucoup ont voulu rapprocher ces prophéties de celles d'un autre prophète argentin, Don Orione, qui a parlé de politiciens assassinés par une foule en colère. Si vous voulez que nous fassions une vidéo à ce sujet, demandez Don Orione dans les commentaires. Pendant ce temps, Pedro Romagnuc a continué à recevoir des gens sur sa propriété de Virrey del Pino, où les pyramides qu'il avait construites ont guéri des milliers de personnes, selon certaines sources. Pour beaucoup, c'était un vulgarisateur passionné, qui maintenait vivant l'intérêt pour les mystères du cosmos. D'autres, cependant, voient Pedro Romagnuc et Paravicini d'un œil un peu plus critique. Existe-t-il une autre interprétation possible, plus prudente et moins encline à voir dans ces dessins une capacité prophétique ? Dans cette perspective, le premier élément que l'on souligne généralement est l'ambiguïté du langage utilisé dans les psychographies. Les phrases qui accompagnent les dessins sont généralement courtes et ouvertes à de multiples interprétations. Elles parlent de guerre, de changements sociaux, de crises spirituelles ou de progrès de l'humanité. De façon très générale, ce type de formulation permet qu'avec le temps, différents événements puissent correspondre à la même description. Lorsqu'une phrase mentionne des conflits mondiaux, par exemple, il est inévitable qu'à un moment donné de l'histoire, des faits viennent coïncider avec elle. Le XXe siècle, traversé par 2 guerres mondiales, des crises politiques profondes et d'énormes transformations technologiques, offrent un terrain particulièrement fertile pour que ce type d'association émerge facilement. Un autre aspect que soulignent souvent les chercheurs les plus sceptiques concerne le contexte culturel dans lequel vivait Paravicini, qui était loin d'être une figure isolée du monde. C'était un artiste formé, actif au sein des cercles culturels de Buenos Aires et profondément intéressé par ce qui se passait autour de lui. La première moitié du XXe siècle a été une époque marquée par des débats intenses sur la politique, la science, la spiritualité et l'avenir de l'humanité. Dans ce climat intellectuel, des idées sur des guerres imminentes, des avancées technologiques radicales, l'exploration de l'espace ou des transformations sociales profondes circulaient constamment. La littérature, le cinéma et les arts visuels étaient remplis de spéculations sur le destin du monde moderne. Paravicini était également un lecteur assidu de journaux et de magazines, et il restait en contact permanent avec les débats de son époque. Cette combinaison de curiosité intellectuelle, de sensibilité artistique et d'attention à l'actualité a pu naturellement influencer le type d'images et de phrases qui apparaîtraient dans ses dessins. L'histoire de l'art est pleine d'exemples de créateurs qui, sans le vouloir, ont anticipé des aspects du futur à travers leur œuvre. Des écrivains de science-fiction qui ont imaginé des technologies des décennies avant qu'elles n'existent, des peintres qui ont saisi des changements sociaux avant qu'ils ne se manifestent pleinement, ou des penseurs qui ont pressenti des transformations culturelles profondes. Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas de prophéties, mais d'observations aiguës sur les tendances de leur époque. Ce regard sceptique ne nie pas nécessairement la valeur culturelle des psychographies, au contraire, il les place dans un phénomène intéressant. Celui d'une œuvre artistique qui, grâce à son caractère ouvert et symbolique, continue de susciter des interprétations et des débats, de nombreuses années après sa création. Entre ceux qui y voient des messages prophétiques et ceux qui préfèrent les comprendre comme des intuitions d'un artiste attentif à son présent, les psychographies de Paravicini continuent d'occuper une place singulière dans l'histoire. Et peut-être que cette capacité à générer des interprétations opposées est, en fin de compte, l'une des raisons pour lesquelles elles continuent encore aujourd'hui à susciter autant de curiosité. De plus, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, comme le montre un autre extrait de la même interview de Romagnuc que nous avons regardé aujourd'hui. Avant de passer au dernier extrait de la vidéo. Il faut savoir que Romagnuc est décédé le 21 février 2009 à Buenos Aires, à l'âge de 86 ans. Aujourd'hui, après la mort de Paravicini et Romagnuc, leurs noms reviennent chaque fois qu'on évoque les prophéties argentines.
Les psychographies continuent de circuler dans des livres, des documentaires et des discussions sur l'avenir, tandis que les théories et les recherches de Romaniuk en constituent une partie centrale, avec ses lumières et ses ombres, de l'histoire de l'ufologie. C'est peut-être là le véritable héritage qu'ils ont laissé, au-delà des interprétations, des coïncidences ou des controverses. Ils ont réussi à installer l'idée que quelque part dans l'art et l'intuition humaine, il pourrait exister des messages capables d'anticiper notre devenir. Tant que les questions resteront ouvertes, l'héritage des deux personnages continuera d'occuper une place privilégiée sur la carte des mystères locaux. Des mystères toujours d'actualité et source de controverses. Comme le souligne Romaniuk en parlant d'un curieux maillon encore inclassable dans l'imaginaire de Paravicini. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Voici 2 vidéos pour poursuivre votre marathon sur cette chaîne. Merci à tous les membres de la chaîne qui rendent ces vidéos possibles. Pour rejoindre, il suffit d'appuyer sur le bouton qui dit « Rejoindre » juste en dessous et de compléter tout ce qui apparaît. Je m'appelle Magnus Mephisto et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. La seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'il m'a laissé un tableau d'un clown. L'original est très bien gardé, j'en ai des copies. Personne ne comprend ce que signifie ce clown.